Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement, si vous appréciez mon travail bien sûr. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Surtout que pour les habitués qui connaissent bien ma chaîne depuis longtemps, vous savez que YouTube invisibilise ma chaîne depuis la suppression de ma précédente chaîne qui s'appelait Analyse du monde. Donc depuis lors, malgré le fait que j'ai refait une chaîne, YouTube continue à m'invisibiliser. Donc je compte sur vous. Merci encore pour tout cela. Alors là, cette vidéo va être sur l'Union européenne, qui est bien sûr en panique, comme vous le savez tous, depuis l'élection de Donald Trump. Sauf que là, ça se concrétise, évidemment, surtout après les dernières actions de Donald Trump vis-à-vis de l'Ukraine, où là, apparemment, il va passer par-dessus l'Union européenne et par-dessus Zelensky quant au règlement de la guerre en Ukraine, donc aux grandes dames de l'Union européenne, bien sûr. Alors l'Union européenne étant en mode panique et ne sachant plus quoi faire, essaye toujours de pousser le bouchon toujours plus loin quant à l'agressivité concernant la Russie. Et on l'a vu dernièrement avec les problèmes de câbles sous-marins en mer Baltique. Pourtant, malgré moult accusations de la Russie après moult sectionnements de câbles marins en mer Baltique, eh bien, on a pourtant les agences de renseignement européennes et américaines qui ont travaillé ensemble et cela a été révélé par le Washington Post. La conclusion est sans appel. La Russie n'a rien à voir avec les accidents de la mer Baltique concernant les câbles sous-marins. Ça vous rappelle pas très étrangement ce qui est arrivé au Nord Stream, où quand il y a eu les explosions des Nord Stream, on a immédiatement accusé la Russie. Et quelques mois plus tard, après moult tergiversations, quelques mois plus tard, il y a eu le rapport de conclusion de la Suède qui mettait hors de cause catégoriquement la Russie en disant que ça ne pouvait pas être la Russie. Alors là, problème, parce que c'était quand même prévu tout cela pour accuser la Russie. Il y a eu une période de flottement qui ne durera pas très longtemps, où on s'est dit, dans les médias bien sûr, serait-ce finalement les États-Unis? Serait-ce un autre pays? On ne sait pas, l'Angleterre éventuellement, la Chine, on ne savait plus trop quoi. Et puis après, grâce aux Américains, eh bien, on a pu trouver le bouc émissaire apparemment parfait, c'était l'Ukraine. Ah oui, l'Ukraine. Alors au début, c'est un petit bateau avec 6 personnes, et puis qui étaient les coupables. Et après, là, la toute dernière version, c'est l'Ukraine, mais au niveau de l'État. Donc Zaloujny. Alors bon, le coup des 6 personnes, on accusait déjà Zaloujny, mais il y avait un petit problème, ça fait un filet dans les médias, on n'en a plus parlé en 24 heures, puisque Zaloujny, il était à ce moment-là commandant suprême des forces armées ukrainiennes, et on le vendait comme un héros international, à l'image de Zelensky d'ailleurs. Donc en Ukraine, on le mettait sur un piédestal. Alors là, c'était vraiment un gros problème, donc on l'a vite oublié. Ensuite, la dernière version, c'est vraiment l'Ukraine, c'est vraiment le gouvernement ukrainien. Ça a été fait à l'insu de Zelensky, et ce serait bien Zaloujny qui serait derrière ce sabotage des Nord Stream. Ça, c'est la dernière version américaine. Vous notez, malgré tout, quand même, que les grands médias européens, pour ne parler que d'eux, n'ont pas relevé l'information qui avait pourtant été donnée par le New York Times et le Washington Post. Ils n'ont pas relevé l'information. Et oui, ils étaient bien mal. Ils ont juste dit que, bon, apparemment pour les Américains, c'est l'Ukraine, et c'est tout. Ah, on n'aura pas le fin mot de l'histoire.
Et donc là, pour les câbles de la mer Baltique, bah, évidemment, on a accusé la Russie, et il y a eu bah, cette première de couverture du Washington Post, que je vous avais montré dans un point sur l'Ukraine, qui innocentait la Russie. Ah, rebelote! Ah, définitivement, c'est pas la Russie. Mince! Ah, mais exactement comme les Nord Stream et l'accusation de jalousie par le New York Times et le Washington Post, eh bien les Européens font la même chose, bis repetita. C'est-à-dire que là, bah, ils ignorent tout simplement les révélations des médias, c'est-à-dire qui innocentent la Russie, et pourtant, hein, des agences de renseignement de l'Union européenne, quoi, de l'Europe, pour être plus exact, et des États-Unis. Eh bien non, les grands médias disent ah, on soupçonne quand même la Russie. On n'a aucune preuve, mais ça doit être la Russie. Il n'y a qu'un petit problème, c'est que les médias oublient que ben il y a un câble russe qui par deux fois, un câble de communication russe qui par deux fois a été saboté, le Ballistica, qui va de Leningrad à côté, c'est à l'ouest de Saint-Pétersbourg, hein, c'est la Russie, et qui permet la communication directe entre la Russie et Kaliningrad. Ah, ben on n'en a pas parlé de ce câble-là qui a été saboté. Alors bon, c'est un petit problème. On parle de ceux de la mer Baltique, qui pourtant, d'après les agences de renseignement, bah, disent que c'est pas la Russie. On accuse toujours la Russie. Et on parle pas de ce câble-là. Ah bah là je comprends pas moi. Y aurait-il deux poids deux mesures? Je me pose la question. Alors bon, bien évidemment, on va regarder tout ça en article, puisque je vais vous montrer tout cela, bien sûr. Et aussi, il faut se poser la question, pourquoi l'Union européenne s'acharne dans le bellicisme contre la Russie? Bah, elle s'acharne dans le bellicisme contre la Russie tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit à moult reprises dans les points sur l'Ukraine, imaginez-vous si jamais l'Union européenne devait renouer contact avec la Russie sous pression de Donald Trump, imaginez-vous un peu l'humiliation, la vexation. Tous ces milliards, parce que là on parle, si on mélange les États-Unis et l'Union européenne, on parle de plusieurs centaines de milliards de dollars qui ont été donnés depuis 2014 à l'Ukraine pour fortifier l'Ukraine en vue d'une future guerre avec la Russie, dont normalement l'Union européenne et les États-Unis auraient dû sortir largement vainqueurs. Le plan n'aurait dû avoir aucun accroc. Malheureusement, bah, ça s'est passé autrement. Bah oui, le plan aurait dû se passer comme sur du velours, puisque les sanctions décidées par l'Union européenne et les États-Unis auraient dû détruire déjà presque entièrement la Russie avant même une vraie guerre, donc avec l'Ukraine. Donc voilà, normalement, ils auraient dû complètement anéantir la Russie, rien qu'avec l'économie. Et c'est ce que nous annonçait notre Bruno Le Maire national, qui nous annonçait la destruction de la Russie avec les sanctions, et il fallait le croire sur parole. Il fallait juste attendre 3 mois. Après, il fallait attendre 6 mois. Bon, après, on a lâché l'affaire, parce qu'il nous disait de patienter, Bruno Le Maire, hein, pour voir l'effondrement total de la société russe. Fallait quand même attendre quelques mois. Bah oui, vu qu'il n'y avait aucun effet au début, on s'est faut patienter, vous inquiétez pas, patientez un peu. Bon, vous voyez que, et si vous remontez tout l'historique, vous voyez que toutes les décisions qui ont été prises par l'Occident, coup d'État américain à Kiev en 2014, pour prendre l'Ukraine, que les Américains s'emparent de l'Ukraine pour être plus exact, avec BlackRock, Vanguard et bien d'autres énormes sociétés multinationales qui en fait gouvernent le monde. Donc tout s'est tellement mal passé, il y a eu tellement d'argent, il y a eu tellement d'humiliation de l'Union européenne et des États-Unis, puisque bon, bah, la guerre est gagnée par la Russie, militairement surtout, et même économiquement, hein, puisqu'on a une Russie qui au final bah, se relève bien, très très bien même, malgré cette guerre en Ukraine. Donc c'est une humiliation sur tous les tableaux, et c'est total.
c'est Total, et ils le voient bien. Donc, ben voilà, donc comme ils connaissent pas la marche arrière, ils font une fuite en avant. Une fuite en avant, ah, ils vont droit dans le mur. Ils le savent qu'ils vont droit dans le mur. Surtout que, bon, bah, l'élection de Donald Trump, ils avaient tout fait pour qu'il ne soit pas élu. Et malheureusement, même leurs plus grands alliés, les Américains, les lâchent. Non, non, là, c'est pas possible. Ils perdent trop la face. Et ces gens-là n'aiment pas perdre la face. Ils préfèrent tout sacrifier, faire la politique de la terre brûlée, plutôt que de perdre la face. Voilà où est leur arrogance, voilà où est leur orgueil, à un niveau absolument inimaginable. Ils préfèrent tout sacrifier et préfèrent se dire, bah, écoutez, nous on va perdre, mais on va vous emporter avec nous, hein. C'est l'état d'esprit de l'Union européenne et surtout d'Ursula von der Leyen, de la Commission européenne, surtout, parce qu'évidemment il n'y a pas d'unanimité au sein de l'Union européenne. Alors, on a qui comme acharnés qui veulent vraiment faire une guerre avec la Russie? Bah, les acharnés, on a bien entendu l'Angleterre, on a la France, on a l'Allemagne, on a les Pays-Baltes, on a la Pologne, République tchèque, et c'est tout en réalité. Alors bon, on pourrait ajouter, c'est vrai, les pays scandinaves comme la Finlande, la Suède et la Norvège. C'est vrai. Mais eux, ils sont bellicistes aussi, mais plus discrètement. Moins forts que les pays baltes, que l'Allemagne, etc. Bon, on verra après les élections de février en Allemagne, on verra si l'Allemagne conserve ce bellicisme absolument énorme. Alors pourquoi j'insiste sur l'Allemagne? Parce que Pistorius, le ministre de la Défense allemand, lui, il a insisté vraiment sur le fait que la Russie va attaquer l'Europe. Il en est sûr. Bon, bref, voilà, je commence à être un peu long. Mais vous voyez où je veux en venir. Donc, pour ne pas perdre la face, ils sont capables de tout. Et en fait, et en fin de compte, là, on va faire une analyse fine avec des articles. Je vais vous montrer les câbles sous-marins, etc. C'est à se demander si tous les accidents, et c'est vrai que la coïncidence est énorme, hein, même si on parle d'accidents, comme le dit le Washington Post. Mais c'est étonnant, tous ces accidents, en si peu de temps. Et étant donné que le fait que l'Union européenne veut absolument une guerre avec la Russie, qu'elle fait tout pour cela, c'est à se demander si ce ne serait pas l'Union européenne qui aurait coupé ses propres câbles pour ensuite accuser la Russie. Vous savez, un petit peu comme les Nord Stream, quand les Américains ont fait sauter les Nord Stream et accusé la Russie. Vous voyez où je veux en venir? Y aurait-il quelques points communs entre ces deux affaires? Parce que c'est facile de couper ses propres câbles et d'accuser la Russie. Surtout qu'on va on va le voir dans des articles, couper les câbles de communication, en fin de compte, c'est vraiment pas grave, puisque de toute manière, il y a tellement de redondance, c'est pas moi qui le dis, ce sont des experts, et je vais vous montrer cela. Au final, ça n'a pas d'importance, ça gêne pas vraiment l'Europe qu'on leur coupe les câbles sous-marins, puisqu'il y a des redondances. Alors si, c'est embêtant, parce que ça va coûter de l'argent pour les réparer, mais bon, voilà, c'est pas un acte de guerre contre l'Union européenne, puisque ça dérange en réalité personne. Ça va coûter plus d'argent pour la réparation. Voilà ce qu'on a découvert en gros. Alors pourquoi la Russie ferait ça? Par contre, le fait qu'on ait sectionné à deux reprises le câble de communication qui relie la Russie de Kaliningrad, le seul câble, il n'y a pas de redondance, ah bah là c'est peut-être plus gênant pour Kaliningrad, donc pour la Russie. Vous voyez où je veux en venir? On va regarder ça là tout de suite avec les articles. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair. Commençons. Donc là, j'ai repris une carte qui vient du grand journal anglais Daily Telegraph qui nous montre les câbles sous-marins qui ont été attaqués ou accidentés. On ne le sait pas encore. Et il nous montre aussi les deux Nord Stream. Vous voyez le Nord Stream 1 à gauche et le Nord Stream 2 à droite. Bon, on compte pas ces deux-là, ça c'est une autre affaire.
Alors maintenant, vous voyez qu'il y a eu plusieurs occurrences hein, de destruction de câbles, il y en a eu 4. Hein, 7 octobre 2023, 25 décembre 2024, 18 novembre 2024, 26 janvier 2025. Et un câble dont personne ne parle, mais pourtant qui est bien sur le schéma. Et regardez, ça vient du Daily Telegraph. Hein. Vous voyez le câble là, celui-là, là, qui relie la Russie, là c'est la ville de Leningrad, ou à côté de la ville de Leningrad, hein, Saint-Pétersbourg c'est ici. Vous voyez la ville de Leningrad, et bien hop, vous voyez ce câble là, qui est un câble de communication, il relie la Russie à Kaliningrad, qui est la Russie aussi. Kaliningrad qui est là. Et regardez leur carte. Dans leur carte, il n'y a pas marqué Kaliningrad. C'est vide. C'est vide. Il n'y a rien. Vous voyez, c'est quand même très bizarre que là, il n'y ait pas marqué Kaliningrad. Bref, donc, ce câble-là, à 2 reprises, il a été attaqué. Est-ce que vous en avez entendu parler dans les médias? Dans les grands médias, tout du moins. Non, bien sûr que non. Et contrairement aux Européens avec les autres câbles de communication qui ont des redondances, là, la communication entre Kaliningrad et la Russie même, il n'y a pas de redondance. Vous voyez? Alors quand je dis il n'y a pas de redondance en câble sous-marin, évidemment, ils peuvent communiquer par d'autres moyens, bien sûr. Mais vous voyez? Donc déjà, ça en dit beaucoup. Alors bien sûr, c'est pas fini. Là, un autre rapport nous dit, premièrement, le câble sous-marin Baltica de la société russe Rostelecom dans le golfe de Finlande a été endommagé, c'est-à-dire sectionné. Et ce n'est manifestement pas dû à un accident. Donc, 2 points. Dans le golfe de Finlande, le câble de Rostelecom reliant Kingisepp à Kaliningrad. C'est ici Kingisepp. Alors là, c'est vraiment le nom de la toute petite ville, mais ça fait partie, Kingisepp fait partie de la région de Leningrad. Voilà, comme ça, vous savez où ça se situe. Saint-Pétersbourg est ici, hein, juste là. Bref, donc, reliant Kingisepp à Kaliningrad, et Kaliningrad, c'est là, c'est ici, a de nouveau été endommagé. Quels autres incidents avec les infrastructures de communication sous-marine se sont produites en mer Baltique? Eh bien, on a le 8 février, Rostelecom a signalé des dommages au câble de télécommunication sous-marin Baltica. Il relie la région de Leningrad à Kaliningrad, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, et traverse en partie les zones économiques de la Finlande et de la Suède. Le précédent accident sur le Baltica s'était produit le 7 octobre 2023. Donc 2 incidents, le 8 février 2025 et le 7 octobre 2023. C'est le câble jaune que vous voyez là. Donc là, il faut quand même se poser des questions. Comment ça se fait que les journalistes n'ont pas parlé de ces incidents-là? C'est étonnant. Et bien sûr, je devais vous présenter l'article du Washington Post que je vous avais déjà présenté dans un point sur l'Ukraine. Mais là, je vous le remontre parce qu'il est très pertinent. Des accidents et non un sabotage russe sont à l'origine des dommages causés aux câbles sous-marins, selon les autorités. Un consensus émergent parmi les services de sécurité américains et européens estime que les accidents ont été la cause de dommages causés aux lignes énergétiques et de communication des fonds marins de la Baltique au 19 janvier 2025. Ah mince, c'est pas les Russes. À quel autre prétexte on va pouvoir dire? Eh bien, ils ont trouvé un moyen. Les grands médias de l'Union européenne, eh bien, le moyen, c'est d'ignorer le rapport des services de sécurité américains et européens, d'ignorer l'article du Washington Post, tout simplement, et le New York Times, parce que bien sûr, ça a été repris par le New York Times. Donc, voilà, c'est tout simple, on ignore les faits, tout simplement, et on fait comme si on n'avait rien vu, comme si il n'y avait pas eu de rapport américain-européen. Ouais, ça peut fonctionner aussi, hein.
une désinformation massive, un contrôle total des médias, une bonne censure, et ça passe assez bien vis-à-vis des populations européennes et qui, eux, bon, la plupart du temps, bah, ne lisent pas le Washington Post, hein. Voilà. Mais c'est comme ça, faut s'y habituer. Ensuite, on a un article de Politico. Vous savez, celui dont on a appris qu'il était financé pour beaucoup par USAID. Bref, que dit Politico? À l'intérieur du nouveau plan pour s'emparer de la flotte fantôme de la Russie, les pays européens font pression pour que de nouvelles puissances soient désignées pour contrôler la flotte fantôme de Moscou après une série d'incidents en mer Baltique. Ah là là. Ils veulent s'emparer de la flotte fantôme. Alors c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est ridicule, hein. Bien sûr, ridicule. Pourquoi flotte fantôme? On la voit très bien. Aux dernières nouvelles, d'après ce que j'ai compris, cette flotte russe comprendrait 348 navires. Voilà, c'est ce que j'ai pu lire dans toutes mes lectures, dans tous les rapports que je lis. Bref, donc ils veulent s'en emparer. Alors légalement, comment vont-ils faire? Ben, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Parce que la flotte de pétroliers russes, elle est tout à fait légale. Bon, comment vont-ils faire? Comment vont-ils s'en emparer? Ont-ils pensé que s'ils s'emparaient d'un pétrolier russe, ça ferait un casus belli? Je ne le sais pas. Mais bon, ils ont bien pensé à vouloir s'emparer des avoirs gelés russes. Ils ont bien pensé à cela, alors que c'est totalement illégal et que ça s'apparente à un vol clair et manifeste. D'ailleurs, ils n'ont toujours pas osé passer le pas, hein, parce que sinon serait un précédent international absolument énorme. Eh bien, s'ils s'emparaient de la flotte de pétroliers russes, et bien par exemple dans la mer Baltique, ça ferait un précédent gigantesque, un casus belli bien évidemment, parce que la Russie, là, ne rigole pas avec les échanges commerciaux pétroliers. C'est son principal revenu pour la Russie, donc là, elle ne rigolerait pas là-dessus, elle ne fermerait pas les yeux. Voilà. Et faut rappeler à l'Union européenne que c'est fini, il n'y a plus les États-Unis derrière eux. Il faut quand même qu'ils se souviennent de ça et qu'ils se souviennent des dernières déclarations de J.D. Vance, le vice-président américain, qui en gros a dit ça suffit l'Union européenne, maintenant vous vous débrouillez tout seul avec vos affaires. Voilà. Bon, bref, nous verrons bien. Ici un article en réalité très intéressant de France 24 qui nous dit guerre hybride, un sabotage des câbles de la mer Baltique par la Chine serait super surprenant. J'adore les termes. Selon les experts, eh oui, eh oui, eh oui, un navire chinois a suscité un intérêt majeur après avoir été repéré à proximité des deux câbles Internet mystérieusement sectionnés au fond de la mer Baltique ces derniers jours. Ça leur suffisait pas, la Russie. Maintenant, c'est la Chine qui est accusée. Et pourtant, les experts disent que ce serait extrêmement surprenant. Mais bon, les experts disent ça, mais certains États bellicistes pensent que la Chine est bien impliquée avec la Russie. Alors j'ai surligné quelques termes intéressants. Des accusations dangereuses, ça c'est ce que dit France 24, hein. Le ministre allemand de la Défense, Pistorius, accuse en fait la Chine d'avoir commis un acte de sabotage sur les infrastructures allemandes. Ah carrément, hein. C'est pas on pense que, peut-être, on attend l'enquête. Non, 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 non. Il accuse directement et de manière catégorique. La Chine, vous voyez la montée en agressivité de l'Union européenne qui devient absolument énorme. Et là, c'est ce que je vous avais dit en introduction. Cela ne ralentira pas Internet, car en Europe, du moins, nous disposons d'une redondance assez importante, a-t-il déclaré. Alors celui qui déclare ça, c'est un expert, évidemment, en télécommunication de l'Union européenne. Les données sont donc simplement redirigées vers d'autres câbles. Bref, ce n'est pas grave. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure avec les câbles de communication. Donc il y a d'autres câbles redondants, ce n'est pas grave.
Ce n'est pas le cas pour le câble qui relie Kaliningrad à la Russie. Voilà, je tenais à le souligner. Les deux experts estiment que si les coupures de câbles s'avèrent intentionnelles, elles auraient probablement servi de ballon d'essai pour tester l'état de préparation de l'Europe. Vous voyez? Donc eux, ils sont très rassurants, ils disent ce n'est pas grave. Alors donc moi ça m'amène à la question, si même les experts européens de télécommunications concernant les câbles sous-marins disent qu'en réalité, si on sectionne un câble sous-marin, c'est pas grave, bah pourquoi la Russie et pourquoi la Chine feraient-elles ça? Eh oui, faut se poser la question. Moi j'ai ma petite idée. Bah pourquoi pas refaire le même coup que les Nord Stream, couper ses propres câbles sous-marins et accuser la Russie et la Chine là ici. En plus, pourquoi pas, tant qu'à faire. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et ça pourrait donner un prétexte pour faire une escalade et éventuellement mener à une petite guerre. Cette guerre qui est tant souhaitée par l'Union européenne. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, en parole en l'air. Là, un journal anglais qui s'appelle The Maritime Executive, donc c'est très pointilleux, hein, c'est vraiment pour la marine, qui nous dit explosion dans la salle des machines d'un pétrolier dans le port russe d'Oust-Louga. Alors c'est un pétrolier russe bien sûr, et un pétrolier rempli de fuel a subi une explosion et pourrait avoir partiellement coulé au quai du port russe clé d'Oust-Louga dans la mer Baltique selon des sources russes. Voilà, donc voilà le fameux pétrolier qui a été bien endommagé apparemment des explosions. Ah bah je sais pas moi alors c'est quoi alors? Bah d'habitude c'est toujours les Russes qu'on accuse, mais là c'est un pétrolier russe dans le port russe d'Oust-Louga qui tout d'un coup, alors qu'il est amarré, hein, il est à son quai, bah, il subit une explosion. Ah bah je sais pas, ce serait qui aurait fait ça? Je me pose des questions. Alors ici, j'ai repris un article de Simplicus the Thinker, qui est un analyste militaire américain, qui nous dit certains rapports russes font état de certains sabotages. Des saboteurs ennemis ont probablement travaillé à Oust-Louga. La récente explosion dans la salle des machines du pétrolier Koala, selon des sources d'Ambre Analytics, une société spécialisée dans la gestion des risques maritimes, a été liée à l'installation de mines sous-marines sur la partie extérieure de la coque. 3 explosions ont entraîné 3 trous, un de 100 cm sur 80 cm et deux grands de 4 mètres sur 2 mètres. Hier, les services secrets russes ont mis en garde contre des attaques terroristes et des incidents que les services secrets ukrainiens envisagent de perpétrer pour interdire aux marchandises et aux navires russes de traverser la mer Baltique. Nous assistons aux premiers incidents de ce genre, c'est-à-dire le pétrolier qui était à Oust-Louga. Et comme le suggère ce qui précède, les services de renseignement russes, le service de renseignement russe a soudainement annoncé que l'Ukraine était en train de finaliser des provocations majeures dans la région de la mer Baltique. Le plan prévoit notamment de faire exploser un navire étranger pour accuser la Russie, vraisemblablement en tant que prétendue réponse russe aux actifs russes actuellement ciblés dans la région. Selon le SVR, les services secrets ukrainiens, avec le soutien de l'Occident, prépare une série de provocations anti-russes de grande envergure. La tâche principale est de fermer l'accès de la Russie à la mer Baltique sous prétexte d'actions agressives de Moscou. La première attaque terroriste pourrait être l'explosion de mines de fabrication russe ou soviétique sur un navire étranger dans les eaux de la Baltique. Effectivement, l'Ukraine a encore énormément de mines de l'ère soviétique qu'elle a gardées bien évidemment, ou même de mines russes. N'oublions pas que le détachement de l'Ukraine à la Russie, c'est 1991, ne l'oublions pas. Donc ce ne serait pas étonnant, puisque l'Ukraine, je le répète, peut très bien avoir gardé des mines russes ou soviétiques. Il recherche des personnes originaires d'Asie et du Moyen-Orient pour mener l'attaque terroriste. Le salaire est de 20 000 $. Il n'y a pas de détails sur le contrat.
Les attaques commenceront le plus tôt possible afin d'affaiblir au plus vite la position de négociation du Kremlin avec Washington et donc Donald Trump. Voilà. Et donc cet article est de Simplicus the Thinker, qui reprend donc les rapports des services secrets russes, sont très intéressants. Très intéressants. Alors bon, nous verrons. Nous verrons. Est-ce vrai, est-ce faux? Ben, moi je ne le sais pas, mais j'ai ma petite idée. Et vous vous doutez quelle est ma petite idée là-dessus. Alors toujours pour la montée des tensions, on a le grand journal ukrainien The Kyiv Post qui tweet que selon les termes de Zelensky, puisqu'ils reprennent les termes de Zelensky, la Russie pourrait lancer une grande invasion de la Pologne et de la Lituanie, dit Zelensky. Donc ça c'est The Kyiv Post, bon, toujours pour faire monter les tensions, bien entendu c'est fait exprès. Alors là, un petit extrait vidéo de la déconnexion des pays baltes avec la Russie. Alors, vous allez voir que l'Union européenne a fait ça en grande pompe, hein, c'est presque hollywoodien. Hein. Regardez ça. Please activate the connection. Ursula von der Leyen. Ah, ils sont contents, hein. Ah, ils se félicitent, hein, tous ces pays-là, les pays baltes, Ursula von der Leyen, ils sont très très contents. Mais je pense que les peuples des pays baltes, eh bien, je pense qu'ils vont rire jaune. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez bien la suite. Alors là, on va finir avec un article d'une revue spécialisée quant à l'électricité en Europe. Et là, ça nous montre les courbes du prix de l'électricité pour les pays baltes en mégawattheure après avoir quitté le Brel. Alors le Brel, c'est le système électrique russe à laquelle ils étaient rattachés au niveau électrique. Alors voyons le prix en euros au mégawattheure. Le 8 février, il était de 62,74 et après la séparation avec la Russie pour l'électricité, au 10 février, bah, on passe à près de 146 euros au mégawattheure. Le prix a été multiplié par environ 2,5. Bah, je sais pas, hein, on va voir si la population des pays baltes bah, est contente de se séparer de l'électricité russe. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Nous verrons bien. Mais en tout cas, c'est très bien pour les pays baltes qui sont indépendants de l'énergie russe. Déjà que eux-mêmes subissaient la crise énergétique avant, avant qu'ils subissent cette augmentation des prix, bah, c'est double peine pour les pays baltes. Eh bien, nous allons voir si c'est vraiment les Baltes qui voulaient ça ou leur gouvernement. Je sais pas, moi, je dis ça, je dis rien. Bon, bref, plus sérieusement, tout cela est ridicule, mais c'est surtout très inquiétant parce que, bien évidemment, tout ça participe à la montée des tensions et n'oublions pas la russophobie, le sentiment anti-russe qui est poussé au maximum dans l'Union européenne. Ne l'oublions pas. Tout ça, c'est un tout, c'est une guerre hybride. Ils attaquent sur tous les côtés et ils sont prêts à faire des actions sous faux drapeau, quitte à se détruire eux-mêmes pour ne pas perdre la face et pour pouvoir accuser les Russes afin qu'ils aient leur rêve ultime se réaliser, c'est-à-dire une guerre avec la Russie qui obligerait les États-Unis à intervenir. Alors bon, j'espère quand même que Vladimir Poutine, après son entretien avec Donald Trump qui aurait duré 1 heure et demie, j'espère qu'il a parlé de tout ça à Donald Trump.
afin de préparer Donald Trump à tout ce qui peut éventuellement se passer, parce que là, ça semble très probable, hein. Cette histoire d'aller jusqu'au bout, cette fuite en avant, et de pousser l'escalade jusqu'à sa dernière extrémité. Ça semble très probable que l'Union européenne aille jusqu'au bout, hein, avec l'Ukraine, bien évidemment. Donc, bon, encore une fois, nous verrons bien. Nous verrons ce que l'avenir nous réservera. Mais en tous les cas, je prédis un avenir assez sombre. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.